Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur tous les jours à 13h sur Bismart. Et au programme de cette édition, nous commencerons comme tous les lundis avec les clés de l'IMO, le rendez-vous immobilier de Smart Patrimoine. En l'occurrence, en cette période de vacances d'hiver, nous vous proposerons la rediffusion d'une interview de Thomas Lefebvre, directeur scientifique chez Meilleurs Agents, qui était sur le plateau de Smart Patrimoine le 7 février dernier. Et il nous parlait de la flambée des prix dans les stations de ski. Et nous enchaînerons ensuite avec Enjeux Patrimoine, où nous nous intéresserons cette fois-ci à la fiscalité du PER, une fiscalité qui diverge à l'entrée ou à la sortie et selon les modes de sortie. Pour en parler, nous aurons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Pascal Lavielle, responsable du service ingénierie patrimoniale de BNP Paribas, mais aussi Amélie Ziegelmeyer, directrice régionale Paris au sein du groupe Cristal. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Et nous commençons donc avec les clés de l'IMO, comme tous les lundis, le rendez-vous immobilier de Smart Patrimoine. Nous vous proposons donc en cette période de vacances scolaires et notamment de vacances d'hiver, la rediffusion d'une interview de Thomas Lefebvre, directeur scientifique chez Meilleurs Agents. Il était sur le plateau de Smart Patrimoine le 7 février dernier et il évoquait avec nous la flambée des prix dans les stations de ski et notamment il comparait les différents domaines skiables. Regardez. Le métier de Meilleurs Agents est vraiment de mettre en relation des particuliers qui ont un projet immobilier, un projet de vente avec des agences. Donc on va les mettre en relation avec les meilleures agences de leur quartier pour les aider à réaliser leurs transactions. Et via les données qu'on va avoir de la part des agences, on sait estimer quelle va être la meilleure agence pour les aider pour réussir au mieux leur projet immobilier. D'accord, donc c'est comme ça que vous capitalisez sur les données de transactions finalement dans un quartier ou un autre. C'est que en fonction des données que vous avez et donc du prix de vente qui a été réalisé, vous êtes capable de dire à quelqu'un qui a un projet similaire, allez vers telle ou telle agence ou en tout cas tel prix voulu et complètement raisonnable ou à l'inverse complètement délirant pour le quartier concerné. Exactement, les données de transaction, on va les utiliser de deux manières. D'une première manière pour construire les outils de valorisation que vous connaissez bien, à la fois les tendances de marché, aussi les outils d'estimation, et qui vont nous permettre de dire avec une précision qui est très forte, de dire bah voilà, votre appartement, votre maison sur le territoire français en fait vaut tant. Et la deuxième façon d'utiliser ces données, ça va vraiment être de repérer quelles sont les meilleures agences, les agences les plus pertinentes pour vous aider à réussir votre projet immobilier. Et alors, des études, vous en produisez beaucoup. Vous en produisez sur les tendances 2022 en France ou sur le Grand Paris ou autre. Et là, alors, il y en a une qui a particulièrement retenu notre attention, déjà parce que ça nous fait voyager un petit peu. C'est pas plus mal, même si on reste en plateau. C'est l'évolution des prix dans les stations de ski. Et vous constatez que les prix, qui pouvaient déjà être très hauts d'ailleurs dans certaines stations, continuent à progresser. On a vraiment une tendance de fond en fait, depuis quelques années avec des prix dans les stations de ski. La plupart en France en fait augmentent très fortement. Prenez par exemple le massif des Alpes du Nord, ça a augmenté presque de 22% sur les 3 dernières années. Et la crise sanitaire n'a pas mis un arrêt à ça. Bien au contraire, par rapport à la tendance qu'on peut voir notamment dans des grandes villes de France comme Paris, bien au contraire, rien que sur l'année 2021, ces mêmes stations des Alpes du Nord augmentent de presque 10%. C'est énorme. C'est ce qu'on pouvait avoir les années fortes sur des villes comme Bordeaux ou Lyon. Donc oui, 10% sur un an sur l'ensemble des stations des domaines des Alpes du Nord. Donc 10% sur l'intégralité des stations, des Alpes du Nord spécifiquement. Alpes du Nord. Alors les Alpes du Nord, c'est des stations comme Megève, Courchevel ou Val d'Isère, qui étaient déjà des stations considérées comme chères pour le coup. Et là, on voit les prix qui continuent à progresser. Ils continuent à progresser. Vous avez une station, effectivement, les trois que vous venez de dire sont les stations évidemment qui font parmi les plus chères. Val d'Isère, vous êtes à 12 500 € du mètre carré, c'est 25% de plus que Paris. C'est la 4e ville la plus chère de France, je crois. Donc oui, ça continue d'augmenter. Courchevel et Megève sont pas très loin quand même. On est à 9 800, 9 900 du mètre carré. On est sur des prix de grandes villes, voire des prix de certains quartiers parisiens. C'est Paris. À 10 000 €, vous êtes à Paris, et 12 500, vous êtes même plus cher que Neuilly, 4e
la quatrième ville la plus chère de France, oui, pour Val d'Isère, ça commence. Mais alors, comment est-ce qu'on peut expliquer que des prix qui sont déjà très élevés sur des stations de ski, alors peut-être que j'ai une idée tronquée du profil et on va en parler, mais on a tendance à penser que ce sont des résidences secondaires ou alors des résidences principales, mais pas pour l'intégralité du parc immobilier. Comment on peut expliquer que les prix continuent à progresser comme ça et qu'on en vienne sur des prix qui sont similaires à ceux de la capitale française à Paris? Alors là, on vient quand même de parler vraiment des stations du massif des Alpes du Nord. D'accord, donc le plus demandé de toute l'étude que vous avez réalisée. Les stations les plus prestigieuses. Vous avez aussi plein de stations plus familiales où les prix restent plus abordables. Alors restent chers, hein, restent dans la moyenne des grandes villes de France. Vous êtes sur une moyenne à 4 000 € d'une manière générale dans les stations de ski françaises. Les stations les moins chères, vous allez avoir des choses dans les Vosges ou encore dans le Massif central. Bon, évidemment, là tout de suite, on a en tête, c'est pas du tout les mêmes domaines skiables que vous pouvez avoir dans les Alpes, mais vous pouvez tout à fait acheter un chalet pour une somme beaucoup plus raisonnable, on va dire, que dans les Alpes du Nord. Qu'est-ce qui explique en fait le prix dans ces stations-là? Ce qui va expliquer les choses, c'est évidemment le domaine skiable, la taille du domaine, l'enneigement aussi, ce sont des variables qui vont expliquer énormément en fait, les prix, mais aussi les services qui vont exister à côté de ces sports d'hiver. La plupart de ces stations-là aussi vivent l'été, finalement, et donc attirent aussi des gens l'été. Et vous avez un vrai phénomène aujourd'hui en France d'envie d'espace, de nature. Les maisons en France, sur l'ensemble du territoire français, augmentent de manière très forte par rapport aux appartements. D'accord. Et donc ce phénomène-là se voit aussi à la montagne, c'est ce que vous nous dites. C'est pas que sur la côte atlantique ou sur la côte méditerranéenne, on le voit également à la montagne. Exactement, et ça accentue à la montagne avec ces trajectoires de prix. Voilà. Parce que là, effectivement, alors on voit, si je reste dans les Alpes, parce qu'effectivement vous avez regardé dans tous les massifs, mais si entre les Alpes du Nord et les Alpes du Sud, on est Alpes du Sud aux alentours de 4 000 € du mètre carré, Alpes du Nord entre 10 et 12 000 €. Comment on... c'est juste l'envie d'espace et l'envie d'espace vert et de nature qui vient expliquer de telles flambées ou... Ça, c'était plus pour le contexte général. Après, pour la différence, vous avez évidemment des questions aussi d'accessibilité. Ouais. Et si vous prenez par exemple, on va prendre Val d'Isère, qui est la station de ski qui est la plus prestigieuse, bien sûr, la plus chère. C'est celle qui m'alerte le plus, parce que c'est là où le prix est le plus élevé, mais on pourra parler effectivement d'autres massifs après. Et même en regardant un peu les données sur Val d'Isère, vous savez, c'est une moyenne. Parce que quand vous vous rapprochez plus des pistes, vous allez avoir des transactions qui vont être de l'ordre de 25-30 000 € du mètre carré. D'accord. Quand vous sortez de votre immeuble, de votre chalet, que vous êtes ski au pied, évidemment, c'est une certaine valorisation. Mais donc là, on va vraiment parler de prestige avec une clientèle aussi qui est étrangère. À Val d'Isère, vous avez une clientèle anglaise aussi qui est très présente. D'accord. Aussi une clientèle russe. Donc vous avez donc c'est ce prestige en fait qui se valorise. Dans les autres stations, on va plus parler aussi de plus de services, de restaurants et encore une fois d'activités au-delà du ski qui vont aussi se valoriser. Ce qui est intéressant aussi dans ces chiffres-là, je trouve moi personnellement, c'est la réponse aussi des investisseurs sur la pierre française. Et la pierre dans ces stations de ski, ça prouve que les investisseurs ont confiance dans la capacité de ces stations à attirer des gens. Parce qu'il n'y a pas que des résidences secondaires en fait, où des gens vont y vivre 2 semaines dans l'année. C'est aussi des investissements pour les louer. Bien sûr. Et donc... Ah oui, donc on a aussi... J'avais posé la question du profil. Donc vous nous avez parlé dans les stations les plus chères de clientèle étrangère. De manière plus générale, les profils de ceux qui font progresser les prix, vous avez une idée un petit peu? C'est quoi? C'est les investisseurs locatifs que... Alors, ça va dépendre des stations, mais vous avez l'ensemble des profils. Vous avez des familles qui veulent en fait un pied-à-terre, une résidence secondaire et poussées notamment par l'effet de cette crise sanitaire et ce qu'on a pu vivre. Bien sûr. Et donc du coup qui recherchent cette maison-là et quitte à faire ils vont à la montagne. Mais vous avez aussi des investisseurs qui vont aller chercher des logements dans lesquels ils vont aller passer 1 ou 2 semaines par an, mais le reste de l'année ils vont le louer et pour maximiser la rentabilité. Et c'est beaucoup ce qu'on voit notamment dans les stations de ski, même dans les stations les plus prestigieuses comme Val d'Isère. On voit, je rebondis sur le premier profil, on voit des gens qui vont emménager dans des stations de ski ou en tout cas à proximité et que ça viendrait expliquer la hausse des prix? C'est plus résidence secondaire. C'est plus résidence secondaire. C'est plus résidence secondaire. Donc là, on a beaucoup parlé des Alpes parce que c'est les stations les plus emblématiques en termes de hausse de prix. Il y a d'autres massifs en France, les Pyrénées, qui sont par exemple, qui attirent effectivement énormément de monde, mais qui sont moins connus pour leur tourisme, en tout cas qui ont moins pignon sur rue en termes de stations que par rapport aux Alpes du Nord. Là, la tendance est la même ou c'est vraiment
une tendance générale qui est tirée par une ou deux régions spécifiques? La tendance est globalement la même. Après, les chiffres vont être moins forts, effectivement, dans ces massifs-là, et notamment en termes de prix. Dans les massifs les moins onéreux, vous êtes donc plutôt dans les Vosges, dans le Jura, les Pyrénées, ou encore le Massif central, où là, les prix vont être beaucoup plus abordables. Vous êtes en moyenne à 2000, 2500 euros du mètre carré, et ça reste des stations, vous prenez par exemple le Jura, restent des stations qui sont tout à fait accessibles, même pour des Parisiens comme nous, à 2-3 heures de train, vous pouvez être dans les stations de ski du Jura, où les prix restent abordables, où le domaine skiable sont intéressants, et donc ça peut être des investissements aussi qui peuvent être intéressants. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête. Les stations de ski en France ne sont pas que des villes comme Val d'Isère, avec des prix qui sont stratosphériques. Bien sûr. Vous avez des investissements qui sont tout à fait intéressants à faire dans ces territoires-là, avec des prix qui sont inférieurs à 4000 euros, des qualités de stations qui restent très bonnes, avec des domaines skiables qui peuvent être intéressants, un enneigement qui est bon, et des activités à faire au-delà du ski aussi qui sont intéressantes. Voilà, on a regardé aussi ce spectre de choses. Et alors, je rebondis sur ce que vous disiez, l'accessibilité, de la même manière que quand on veut faire du télétravail dans d'autres villes de France que Paris ou que Bordeaux ou que Lyon, on regarde en priorité la connexion Internet et l'accessibilité en train ou autre. Là, c'est également un sujet quand on parle d'investissement dans les stations de ski qui sont par définition moins accessibles que d'autres villes. Alors, moins accessibles, mais il y a quand même le train qui fait bien son boulot, c'est vrai. Bien son boulot. Et si je reprends encore une fois l'exemple de Val d'Isère, vous avez une connexion Londres-Bourg-Saint-Maurice. On part de Londres, on peut arriver à Bourg-Saint-Maurice presque en direct sans changer de train. Donc en fait, oui, c'est accessibilité, mais pas forcément qu'en France, d'accord. Il y a aussi accessibilité et vous avez là aussi l'aéroport de Genève pour la clientèle étrangère qui fonctionne très bien pendant les vacances au ski. D'accord. Et ensuite, évidemment, pour les Français plus classiquement, oui, le train va jouer un rôle évidemment très fort dans l'attractivité évidemment de ces stations et ce qu'on va faire en fait autour de ces trains pour assurer finalement les connexions. Voilà, c'était l'interview de Thomas Lefebvre. Thomas Lefebvre qui est directeur scientifique chez Meilleurs Agents. Il était donc sur le plateau de Smart Patrimoine le 7 février dernier et il nous expliquait pourquoi dans certains domaines skiables ou dans certaines stations de ski, les prix augmentent encore fortement. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine où nous allons nous intéresser à la fiscalité du PER, ce plan épargne retraite, donc produit pour préparer sa retraite, qui est souvent mis en avant pour sa fiscalité attractive. Mais qu'en est-il réellement à l'entrée, à la sortie et durant toute la vie du produit? Pour répondre à ces questionnements, nous avons convié deux professionnels du sujet en plateau. Pascal Lavielle, tout d'abord, responsable du service ingénierie patrimoniale de BNP Paribas. Bonjour Pascal Lavielle. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes accompagné également de Amélie Ziegelmeyer. Bonjour. Bonjour. Bienvenue également. Vous êtes directrice régionale Paris au sein du groupe Cristal. On va essayer ensemble de décrypter pendant une quinzaine de minutes la fiscalité du PER. Alors déjà, il y a plusieurs PER. Amélie Ziegelmeyer, on va se concentrer dans un premier temps sur le PERIN, le PER individuel, qui est le produit pour préparer sa retraite le plus utilisé dans la famille des PER pour le coup. Oui, tout à fait. Alors, si on regarde le PERIN, déjà, on parle d'avantages fiscaux. Il faut dissocier les avantages fiscaux à l'entrée et à la sortie. Quand on parle d'avantages fiscaux à l'entrée, on parle de quoi concrètement? Alors, c'est vrai que vous l'avez rappelé, le plan d'épargne retraite, il a été créé vraiment pour préparer sa retraite et il permet de bénéficier d'avantages fiscaux. Alors, en fait, les versements que vous réalisez sont déductibles l'année suivante de votre base imposable. D'accord. Donc, si on veut prendre un exemple, par exemple, vous versez 10 000 €, vous avez un gain qui va être proportionnel à votre tranche marginale d'imposition. D'accord. Donc, si vous êtes dans la tranche à 41%, l'année suivante, vous avez 4 100 € d'économie d'impôt. D'accord. Voilà. Donc le calcul se fait en fait en fonction de la tranche à laquelle on est imposé à l'impôt sur le revenu. Exactement. On a un barème qui est progressif de l'impôt sur le revenu en France avec un système par tranche. Et comme les versements vont venir en déduction de la base imposable, eh ben, vous allez pouvoir diminuer la fiscalité à hauteur de votre tranche marginale d'imposition. Et si vous changez de tranche, parce que forcément, vu que le barème est progressif, ça vous fait un gain qui peut être, par exemple, là, dans mon exemple de 41%, mais il y aura peut-être une partie aussi à 30%, à voir selon les montants. Et alors, donc du coup, je fais mon versement. Je rappelle quand même que sur le PER, donc le plan épargne retraite, je prépare ma retraite. Ça veut dire que je déduis un versement que j'ai fait, mais que je ne peux pas toucher pour le coup. Exactement. Les sommes sont indisponibles jusqu'au départ à la retraite. Par contre, comme on parle de la fiscalité, c'est peut-être important de rappeler qu'il y a un plafond sur les versements. Donc, pour les particuliers, c'est soit 10% du plafond annuel de la sécurité sociale. D'accord. Donc, un petit peu plus de 4 000 €. Recalculé chaque année pour le coup. Voilà, recalculé chaque année. Donc là, le plafond annuel de la sécurité
sécurité sociale est de 41 136, donc 10% de ce montant-là, ou, et c'est le choix entre le plus élevé des deux plafonds, 10% des revenus d'activité de N-1, alors diminuer des cotisations sociales, des frais professionnels, et dans la limite de 8 passes. Donc là, potentiellement, c'est un petit peu moins de 33 000 € qui peuvent être déductibles par an pour un particulier. Pascal Lavielle, sur cette fiscalité du PER, donc effectivement, on a l'impression que c'est d'un côté très simple, de l'autre, il y a quand même quelques règles à respecter. Donc, en matière de plafond, comment est-ce qu'on a tout dit déjà sur la fiscalité du PER actuellement quand on fait des versements à l'entrée, pour le coup? Quand on fait des versements à l'entrée, donc effectivement, comme ça a été rappelé, ce qui est très intéressant, c'est une déduction de nos versements. Et donc, cette déduction, ça permet, c'est en fait un différé d'imposition, parce qu'on va être imposé à la sortie. Ah, là, on arrive sur l'autre partie, effectivement, de la fiscalité. Ouais. Mais du coup, cette déduction à l'entrée nous permet d'avoir une capacité d'épargne beaucoup plus importante. D'accord. Dans la mesure où on n'est pas imposé au moment de ce versement, ça permet d'avoir un versement plus important et de ce fait, une valorisation beaucoup plus importante. Mais c'est conditionné effectivement à des plafonds pour les particuliers et aussi à des plafonds pour les travailleurs non salariés, parce que le PERIN permet de verser à la fois pour les particuliers et à la fois pour les TNS, avec ces plafonds de déduction qui ont été rappelés pour les particuliers, et pour les TNS, c'est un peu plus important parce que à ces plafonds qui ont été rappelés, et se rajoute un plafond de 15% entre 1 et 8 passes, ce qui peut amener une déduction jusqu'à 76 000 €. Je suis entrepreneur, je suis freelance ou je suis profession libérale, je peux quand même bénéficier de cet avantage fiscal quand je fais un versement sur mon PER. Je peux bénéficier de cet avantage fiscal, et cet avantage fiscal, je vais le décider au moment de ma déclaration de revenus. D'accord. Donc c'est au moment de ma déclaration de revenus. Si je suis travailleur non salarié, je vais le déduire de mes bénéfices professionnels, et si je suis particulier, je vais le déduire de ma déclaration de revenus à l'impôt sur le revenu. Et si je suis TNS, je peux aussi très bien décider de ne pas le déduire de mes bénéfices professionnels, mais de le déduire de mon impôt sur le revenu. C'est au choix, au moment de la déclaration fiscale, que tout ça se fait. Alors, il y a effectivement peut-être des questions de stratégie après à mettre en place. Je propose qu'on continue, qu'on regarde un petit peu quelle est la fiscalité à la sortie, puis ensuite on regardera les différentes stratégies. Donc ça, il y a un avantage fiscal à l'entrée, Amélie Zigameyer. Effectivement, on bloque son argent. Alors il y a des cas d'ailleurs de déblocage anticipé. Mais ensuite, on bénéficie d'un avantage fiscal. Ensuite, il y a la sortie. Et alors là, pour le coup, on est refiscalisé à la sortie sur les sommes qu'on sort de son PER. Déjà, il y a deux grands types de sorties. Il y a ou capital ou rente. Ça a un impact différent sur la fiscalité ? Oui, tout à fait. Ce ne sera pas la même fiscalité selon si c'est une rente viagère qui est choisie ou si c'est une sortie en capital. D'accord. Et il y a un autre élément qui va intervenir, parce qu'on ne l'a pas rappelé tout à l'heure, mais c'est possible de ne pas déduire les versements que vous faites sur un PER au niveau de votre avis d'imposition. D'accord. Ah oui, c'est ce que disait Pascal Lavielle sur le choix qu'on fait quand on fait sa déclaration. D'accord. Oui, et alors le choix dont parlait Pascal est encore plus spécifique, parce que pour les TNS, soit ils peuvent diminuer de leur revenu catégoriel, soit du bénéfice imposable, ce qui fait que ce n'est pas tout à fait les mêmes règles de calcul. Mais là, ça devient vraiment technique. Donc d'accord. Je sais pas si et alors pour les salariés, on peut également choisir de déduire ou de ne pas déduire. Exactement. Mais même pour les TNS, en fait, soit ça donne droit à une réduction d'impôt, soit c'est pas le cas. Mais en pratique, tout le monde choisit la déduction fiscale, parce que l'intérêt du plan d'épargne retraite, au-delà de préparer sa retraite, c'est aussi d'avoir un avantage fiscal. Sûr. Mais alors quel pourrait être l'intérêt de ne pas bénéficier de l'avantage fiscal ? Honnêtement, il y en a très peu. Ça peut être si vous avez un PER qui est ouvert et après il suffit que vous soyez pas imposable une année, mais vous avez quand même envie de continuer à alimenter votre placement. Ça peut être une des solutions. Mais comme vous l'avez rappelé, les sommes sont quand même indisponibles, sauf certains cas extrêmes, ou l'acquisition de la résidence principale. Mais en tout cas, dans ce cas-là, il vaut mieux choisir un autre placement que le PER. Donc on peut considérer que les versements donnent le droit à une réduction d'impôt. Pour parler de la fiscalité, ce sera peut-être le plus simple. Ce sera le plus simple. Alors du coup, à la sortie, donc rente viagère ou capital. Rente viagère, ça veut dire que tous les mois, on va toucher une certaine somme, ou tous les ans. D'ailleurs, je ne sais pas si on peut choisir la périodicité. Oui, vous pouvez choisir. En pratique, c'est plutôt mensuel. Et c'est jusqu'à la fin de séjour. Elle peut être réversible également. Donc là, si vous choisissez l'option rente viagère, ça va être la pension que vous allez recevoir va être déclarée au niveau des retraites. D'accord. Vous avez un abattement de 10% et après, ça va être soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu. D'accord. Donc, alors là même que vous êtes retraité pour le coup. Alors même que vous êtes retraité. D'accord. Et sur la partie prélèvements sociaux, il y a aussi une partie qui va être fiscalisée en prélèvements sociaux. Et là, c'est seulement une quote-part qui va dépendre de l'âge du crédit rentier, donc le bénéficiaire de la rente,
au moment où il commence à percevoir la rente. D'accord. Donc là, par exemple, pour donner un exemple, entre 60 et 69 ans, ce qui est le cas le plus fréquent pour le plan d'épargne retraite, c'est 40% qui va être soumis aux prélèvements sociaux. D'accord. Donc voilà pour la rente viagère. Mais ça veut dire qu'en fait, j'ai mis 1 000 euros, je ne sais pas moi, à 30 ans, à 40 ans sur mon PER, je le ressors au moment de ma retraite. Là, pour le coup, en fait, la fiscalité, donc effectivement, il y a un abattement de 10%, mais ensuite est calculé sur la base de ma pension de retraite, finalement. Oui, tout à fait. Après, en général, on a une tranche marginale d'imposition qui est plus élevée en période d'activité qu'en période de retraite. D'accord. Donc il y a le différentiel qui est intéressant de ce point de vue-là. Et puis aussi, ce que rappelait Pascal, c'est que l'intérêt, l'économie d'impôt, elle va être capitalisée pendant toute la période de placement, donc ce qui va faire un gain supplémentaire. Et puis si on a le temps, on parlera peut-être de stratégie où vous verrez qu'on n'est même pas obligé de liquider son plan d'épargne retraite. Mais du coup, pour être exhaustif par rapport à votre question, il y a aussi le cas où on sort en capital. Oui, bien sûr. Sur le plan d'épargne retraite. Et dans ce cas-là, le montant du capital va être à déclarer au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Par contre, là, on distingue deux cas. Les versements et les intérêts. D'accord. Donc, c'est les versements qui vont être déclarés au niveau de l'impôt sur le revenu. Et pour la partie intérêt, là, c'est la flat tax. D'accord. Donc, 12,8. Les versements, du coup, il n'y en a qu'un seul si on est sorti en capital. Ou on peut sortir plusieurs fois en capital. Alors déjà, on peut sortir plusieurs fois en capital. D'accord. Oui. Et quand on parle des versements, c'est les versements à l'entrée. D'accord. Ah oui, d'accord. La fiscalité. Okay. Voilà. Donc en fait, ils sont déduits à l'entrée, mais par contre, à la sortie, on regarde comment on a procédé à l'entrée pour ensuite appliquer une fiscalité. Exactement, tout à fait. Et là, donc ensuite, c'est la flat tax sur les intérêts. Voilà. D'accord. Et sur le capital, du coup, quelle fiscalité? C'est la fiscalité de l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu, donc le barème progressif que l'on connaît. Voilà. Donc Pascal Lavielle, peut-être question légèrement provocatrice sur ce PER. Du coup, finalement, en fait, il y a un avantage fiscal, mais qu'on le gagne à l'entrée, on le perd à la sortie, finalement. Non, on le repense à un différé d'imposition, mais ce différé d'imposition, encore une fois, c'est particulièrement intéressant parce que ça permet premièrement de ce revenu d'être imposé au moment où on part à la retraite, c'est-à-dire un moment où on est moins imposé. D'accord. Donc du coup, pendant sa vie professionnelle, son taux marginal d'imposition est plus important, donc c'est plus intéressant de différer cette imposition à un moment où on sera moins imposé. Et puis encore une fois, ça permet de placer une somme plus importante et toute cette valorisation, toute cette somme plus importante va se valoriser, ce qui permet d'avoir comme ça un rendement plus intéressant. Et cette imposition sera à la flat tax. Donc la valorisation sera à la flat tax. Donc ce qui fait un produit tout à fait compétitif vis-à-vis des autres produits de placement. Parce que les valeurs mobilières sont à la flat tax aussi. Donc le PER est avec cet attrait de la déduction pour les versements à l'entrée, qui est différé. Donc, au niveau du versement, comme il était signalé, donc on le remet au barème de l'impôt sur le revenu. Mais toute la valorisation, elle est totalement compétitive avec les autres produits de placement parce que c'est la flat tax, c'est ce fameux 30%. Ce que vous nous dites, c'est qu'effectivement, quand on verse sur son PER, on ne se contente pas de mettre dans un produit vide, c'est qu'après, derrière, on va faire des choix d'allocation. Donc, il y a peut-être effectivement des plus-values qui vont se faire. Et comme on a eu un avantage fiscal à l'entrée et qu'on n'est pas imposé sur les plus-values tant que ça reste dans le PER et qu'ensuite, on est imposé à une période de sa vie où on est normalement moins imposé à la retraite, ça reste avantageux, même s'il y a une fiscalité au moment de la sortie. Au moment de la sortie, donc on peut si il y a la sortie en rente ou la sortie en capital. Donc si on fait une sortie en capital, il est intéressant de fractionner cette sortie en capital pour faire en sorte que ce soit imposé à un taux marginal d'imposition intéressant. Donc Bien on ne peut pas sortir d'un coup, il faut le différer pour que ce soit un TMI qui soit plus faible que celui au moment où on a versé. Et alors un cas particulier, si jamais on veut sortir avant le terme et donc potentiellement dans des cas de déblocage anticipé comme l'achat d'une résidence principale ou un mariage, je sais que ces deux-là sont compris, il y en a peut-être d'autres également. Quelle fiscalité s'applique là? On est toujours en activité et on a bénéficié d'un avantage fiscal au moment du versement. Donc le PER est intéressant parce qu'il permet un déblocage anticipé. Et il y a une nouveauté maintenant qui est pour l'acquisition de la résidence principale. Donc soit on débloque malheureusement pour les accidents de la vie, ce qui est possible, et également pour la résidence principale. Pour les accidents de la vie, la fiscalité, ce sera uniquement les prélèvements sociaux qui s'appliqueront. Prélèvements sociaux à un taux de 17,2%. D'accord. Et si c'est un déblocage anticipé pour la résidence principale, là, ce sera fiscalisé exactement comme une sortie en capital, c'est-à-dire les versements l'IR et la valorisation à la flat tax. Donc la résidence principale est fiscalisée exactement comme la résidence principale. Mais le PER individuel a 3 compartiments et les 2 premiers compartiments qui sont les réceptacles d'une part des versements volontaires
et deuxième compartiment que l'épargne salariale peuvent sortir pour l'acquisition de la résidence principale. Mais le troisième compartiment, si jamais vous aviez versé des cotisations obligatoires des employeurs de salariés, celui-ci ne peut pas sortir pour l'acquisition de la résidence principale. Alors là, on rentre effectivement dans le PER, alors que pour le coup, pour l'instant, on était autour du PER. On regardait la fiscalité à l'entrée ou à la sortie. Amélie Ziegel-Meyer, du coup, question peut-être un petit peu stratégie, parce qu'on entend qu'il faut préparer sa retraite de plus en plus tôt, que 30 ans, c'est presque déjà trop tard pour commencer à préparer sa retraite, alors qu'on n'y pense pas encore forcément. Dans ces sujets fiscalité, alors donc en fait, on a un avantage fiscal dès les versements à l'entrée, mais on est plafonné en matière d'avantage fiscal à un moment où normalement on paye moins d'impôts que plus tard dans sa vie active, mais effectivement, on table sur le fait qu'on sera moins imposé à la retraite. Quelle est la bonne stratégie? Est-ce qu'il faut faire beaucoup de versements tout de suite ou au contraire verser trop tôt, finalement, ça serait contre-productif? En fait, ça dépend vraiment d'un ensemble de paramètres qui sont déjà votre situation patrimoniale, le patrimoine dont vous disposez à côté, puisque, comme on l'a rappelé, les sommes sont immobilisées. Donc, attention pour un jeune à pas trop verser sur son plan d'épargne retraite, puisque les sommes ne sont pas récupérables facilement, ou alors juste pour l'acquisition de la résidence principale. Mais si on est dans la tranche marginale d'imposition à l'entrée et dans ce cas-là à la sortie, ça perd un peu de sa pertinence. Bien sûr. Donc, oui, parce que si on change de tranche entre le moment où on a versé et le moment où on achète une résidence principale, en fait, on va payer plus de taxes sur le même montant. Et exactement, là on serait vraiment dans un cas assez défavorable. Donc c'est dur de répondre à votre question dans la mesure où il n'y a pas une solution type à appliquer, c'est vraiment en fonction de vos revenus, du patrimoine que vous avez à côté, de vos projets à court, à moyen et à long terme. Donc, mais effectivement, le PER est plutôt dédié aux gens qui sont dans les tranches marginales d'imposition à 41% ou à 45%. C'est quand même là où c'est le plus pertinent. Par contre, il y a quand même un cas, on peut peut-être en parler par rapport aux enfants mineurs, que certaines compagnies d'assurance acceptent d'ouvrir des PER pour les enfants mineurs. Donc là, au niveau du plafond, on va être sur 10% du PAS, donc 4 000 €, mais on peut revenir 3 ans en arrière. Donc plus l'année en cours, donc ce qui fait à peu près 16 000 €, avec du coup le gain pour les parents, puisque les enfants sont dans le foyer fiscal des parents. Et puis le jour où ils veulent acheter leur résidence principale, ils auront leur propre foyer fiscal, donc seront moins fiscalisés, ce qui permet d'avoir un petit coup de pouce pour démarrer à se constituer un patrimoine. Et j'allais vous demander pour conclure, à partir de quel âge peut-on ouvrir un PER? Donc si je comprends bien, dès que possible, Pascal Lavielle, en quelques secondes. On préconise quand même ça pour des gens qui ont pour objectif le départ à la retraite. Les motivations pour un PER, c'est le déblocage anticipé pour la résidence principale, c'est pour la retraite et c'est pour la déduction. Ce sont les éléments qui font qu'on va placer sur un PER. Donc, et son attrait fiscal, c'est un produit qui a été très bien pensé et son attrait fiscal, effectivement, est une incitation très forte à placer dans les PER. Merci beaucoup Pascal Lavielle, responsable du service ingénierie patrimoniale de BNP Paribas. Merci également à Amélie Ziegel-Meyer, directrice régionale Paris au sein du groupe Cristal. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine à 13h sur Bismart.